Ne dors jamais chez des amis. Histoire d'horreur/mystique. J'ai déjà eu 20 ans, mais je n'arrive toujours pas à oublier les événements terrifiants d'il y a 5 ans. Cela s'est passé en classe de 3e, justement au début de l'année scolaire. Notre professeur de mathématiques nous parlait des examens de fin d'année à venir, lorsqu'il fut brutalement interrompu par le proviseur, qui entra dans la salle au beau milieu du cours. La classe se leva d'un seul mouvement pour saluer Monsieur Bertrand. Il sourit et nous invita à nous rasseoir. « Bonjour les enfants, je viens pour une brève annonce. Un nouvel élève rejoint votre classe. Il s'appelle Mathieu. J'espère que vous vous entendrez bien. Voilà, je ne vous dérange pas plus longtemps. » Le proviseur quitta la salle et le nouveau prit sa place près du tableau. Il était assez solidement bâti et mesurait au moins 2 mètres. Un sourire bienveillant ornait son visage, son regard était amical et ouvert. Et dans l'ensemble, le nouveau était très charismatique. Les filles soupiraient, énamourées, tandis que les garçons jaugeaient le nouveau venu. Après une brève présentation, le professeur demanda à Mathieu de s'installer à la place libre à côté de moi. D'habitude, je n'ai jamais aimé partager mon bureau avec quelqu'un, mais cette fois, je décidai de faire une exception. À peine s'était-il assis sur la chaise que je commençais à le bombarder de questions diverses. Il était commode de discuter à la dernière rangée, là où personne ne te remarque. Aussitôt après la sonnerie de la récréation, Victor et Nicolas, mes meilleurs amis d'enfance, sont venus nous voir. On traînait toujours ensemble et on voulait même entrer dans le même lycée. « Salut Matt. Alors, on fait connaissance ? Moi c'est Vic et lui c'est Nico. Quant à David, tu le connais déjà. Vous papotiez avec entrain les tourtereaux, dit Victor en souriant à belles dents. Oh là là, voilà le clown du coin qui débarque, lançai-je avec sarcasme, levant les yeux au ciel, avant d'ajouter « Ne fais pas attention Matt, tu vas t'habituer à cet imbécile. » Je n'en doute pas les gars, répondit notre nouveau camarade, après quoi nous sortîmes tous les 4 de la salle et partîmes nous promener dans l'école. Notre petite bande continua à bavarder toute la récréation, et même pendant les cours suivants, nous chuchotions entre nous, ce qui me valut, ainsi qu'à mes amis, d'être régulièrement renvoyés dans le couloir. À la fin de la journée, Mathieu décida de nous accompagner. Nous avons fait un saut au magasin, acheté quelques bricoles, et nous sommes dirigés vers la cour de l'école. Les rires de notre groupe ne s'éteignaient pas une seconde. À un moment donné, le nouveau se tourna brusquement vers nous et dit « Écoutez, je viens de me rappeler quelque chose. Mes parents sont partis en vacances pour une semaine, et demain c'est justement samedi. Et si on organisait une soirée entre mecs ? J'ai un bar à la maison avec de l'alcool de qualité, plein de trucs à grignoter et tout le tralala. » Mathieu prononça les derniers mots avec une intonation particulière, comme s'il savait pertinemment ce qui pourrait nous appâter. J'hésitai quelques secondes. C'est que mes parents sont stricts et me laissent dormir chez des amis à contre-cœur. Mais les copains se réjouirent tellement à la mention de l'alcool que je n'aurais pas pu refuser sans passer pour un rabat-joie. Ayant fixé la date et l'heure, nous nous séparâmes pour rentrer chez nous. Bien sûr, il n'était plus question des devoirs. Tout le monde était en pleine anticipation d'une soirée géniale. Et voilà, le samedi soir finit par arriver. Je pris en vitesse les affaires que j'avais préparées à l'avance et courus jusqu'à l'arrêt de bus, où mes amis m'attendaient déjà. Bientôt, nous montâmes dans un petit minibus de campagne, du genre qu'empruntent généralement les gens qui habitent en dehors de la ville, et nous filâmes joyeusement à la rencontre de l'aventure. Nous atteignîmes notre destination en 20 minutes. Après avoir reçu le prix de la course, le chauffeur nous laissa un arrêt au milieu d'un champ quelconque, puis il appuya sur le champignon et le bus disparut aussitôt de notre vue. « Et maintenant, on va où ? Je ne vois aucune maison ici, dis-je en parcourant paresseusement les environs du regard. T'inquiète, mon pote, tout est sous contrôle. Matt m'a envoyé sa géolocalisation hier, donc on y sera bientôt. » Victor prit le rôle de guide et, ouvrant la carte sur son téléphone, mena notre petit groupe sur un itinéraire connu de lui seul. Nous avancions prudemment, l'un derrière l'autre. Au ressenti, il s'écoula bien 1 heure avant qu'au détour d'un dernier bosquet n'apparaisse enfin la maison de Mathieu. Dire que nous fûmes choqués à la vue de ce bâtiment, c'est ne rien dire. Une immense bâtisse de 3 étages se dressait derrière une clôture noircie et légèrement rouillée. Dans l'ensemble, la maison avait l'air mal entretenue. La peinture s'écaillait sur les murs, les cadres des fenêtres s'étaient desséchés avec le temps, et le jardin, autrefois beau parterre fleuri, s'était transformé en une prairie non tondue. À en juger par tout cela, c'est sans doute là qu'avait jadis vécu une famille d'aristocrates,
avec sa propre domesticité et bien d'autres choses encore. Lorsque nous franchîmes le portail ouvert et nous approchâmes du perron, nous vîmes une vieille porte en bois toute décrépite. J'avais l'impression que ce n'était pas la maison dont nous avait parlé Mathieu, même si l'adresse sur la plaque clouée à la clôture démentait mes doutes. Et cela ne faisait que rendre l'atmosphère plus angoissante encore. Victor fut le premier à rompre le silence. Comment on doit comprendre ça, bon sang? Il a décidé de nous faire marcher, ou il vit vraiment dans ce taudis? Écoute, pourquoi accuser le gars du fait que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent? Sois content qu'il nous ait invités tout court. C'est Nicolas qui prit la défense de notre nouveau camarade. Il était sérieux et un peu renfrogné, parce qu'il savait parfaitement ce qu'était la pauvreté. Bon, ça suffit de geindre, entrons enfin, sinon on va rester plantés ici jusqu'à la nuit. Je montais les marches, m'approchais de la sonnette et appuyais dessus. Après le signal caractéristique, on entendit des pas qui se rapprochaient, et au bout de quelques secondes, la porte s'ouvrit en grinçant. Mathieu se tenait sur le seuil, il souriait gaiement et gardait les mains derrière le dos. « Bienvenue à la soirée, messieurs. Montez au premier étage et tournez à droite, ce sera ma chambre. Et moi, pendant ce temps, j'apporterai l'alcool et les amuse-gueules. » Sur ces mots, le maître de maison s'éclipsa quelque part, et nous entrâmes lentement dans le vestibule. J'étais extrêmement surpris. L'intérieur du manoir avait l'air bien plus accueillant que l'extérieur, comme si son aspect n'était qu'une illusion. Suivant les instructions de notre camarade, nous montâmes tous les trois au premier étage et tournâmes à droite, vers sa chambre. Les murs d'un blanc immaculé et les meubles neufs me surprirent agréablement. La tension retomba aussitôt et un sentiment de détente s'installa. Tout le monde voulait commencer à s'amuser et à se détendre au plus vite. Peu après, Mathieu entra dans la chambre avec 3 bouteilles brun foncé et 2 gros paquets de chips. Nous l'accueillîmes avec des cris de joie et nous mîmes à verser l'alcool en allumant au passage l'enceinte avec de la musique. Sans que nous nous en apercevions, la nuit était tombée derrière la fenêtre. À ce moment-là, tous les présents étaient déjà fatigués de danser et s'étaient dispersés dans différents coins de la chambre, le nez plongé dans leur smartphone. Je ne me souviens plus exactement combien de temps nous restâmes ainsi à scroller les réseaux sociaux, mais à un moment on entendit un fort claquement et la lumière s'éteignit brusquement dans toute la maison. Sous le coup de la surprise, les gars en lâchèrent même leur téléphone. Moi, je tins le mien et allumai aussitôt la lampe torche pour regarder autour. Mathieu n'était nulle part. La porte de sa chambre, restée ouverte, amenait à la pensée glaçante que notre camarade avait été enlevé par quelqu'un. J'eus peur comme jamais. L'angoisse monta, et mon cœur se mit à battre à tout rompre comme après un cross. « Les gars, c'est quoi ce bordel? Où est Matt et pourquoi il n'y a plus de lumière ?» Comme on pouvait s'y attendre, Nicolas paniqua, et Victor, en vrai grand frère, se mit immédiatement à le calmer. « Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi. C'est juste une blague, c'est évident. Il y a sûrement des caméras planquées partout, et le nouveau est en train de se marrer en nous regardant. Mais qu'il attende un peu que je l'attrape, ce petit con. » Mon ami se mit à éclairer les coins, comme s'il cherchait à prouver ses dires. « Écoutez, je ne crois pas que ce soit une blague, » dis-je d'une voix grave en regardant les gars. « Il y a clairement quelque chose qui cloche. Descendons au rez-de-chaussée. S'il n'y a personne là-bas, on commencera à se tirer d'ici tout doucement. D'ailleurs, c'est une bonne idée, j'en ai déjà ras-le-bol de moisir ici. Et puis, il n'y a plus rien à boire, » lança Victor avec un sourire idiot, sans visiblement encore réaliser dans quelle galère notre joyeuse petite bande s'était fourrée. Avançant lentement, nous appelâmes Mathieu chacun notre tour, mais seul le silence nous répondait. Le manoir semblait s'être vidé d'un coup et nous était devenu complètement étrangers. Les murs noirs nous entouraient comme des ombres, et maintenant des silhouettes cauchemardesques me semblaient fort apparaître dans chaque recoin. Pratiquement à tâtons, nous descendîmes l'escalier et nous figeâmes aussitôt, muets d'effroi. Dans le vestibule, près de la porte d'entrée, se tenait quelque chose. Une créature maigre et très grande qui ressemblait à une femme. Au long bras de cette chose, on voyait d'énormes doigts, terminés de griffes acérées, et ses yeux brillaient dans l'obscurité comme 2 petites flammes, fixées sur nous sans ciller. À la seule vue de ce monstre, mon corps fut entièrement paralysé. En pensée, je regrettais 1000 fois d'avoir accepté de venir dans cette maudite maison. Victor sortit le premier de cette stupeur et d'une main tremblante, dirigea la lampe droit sur la gueule de cette créature. Les yeux de celle-ci s'agrandirent encore davantage, on pouvait même distinguer les vaisseaux sanguins. Dès que la lumière éclaira le monstre, il rugit et renversa une armoire, bloquant ainsi le passage vers la sortie,
puis disparut dans l'obscurité du couloir avec des mouvements saccadés. Comme sortir dehors en pleine nuit, là où il n'y avait pas âme qui vive, équivalait à un suicide, et qu'au rez-de-chaussée rôdait une créature assoiffée de sang, j'ordonnai au gars de remonter en courant. Très vite, nous nous engouffrâmes tous les trois dans une pièce qui ressemblait à une chambre et verrouillâmes la porte derrière nous. C'était quoi ce truc, bon sang ? Nicolas se mit à crier, tout en continuant de respirer difficilement. Cette saloperie a sans doute dévoré Matt et maintenant elle vient pour nous. Je ne veux pas mourir. Mais tais-toi, bordel. Victor s'approcha vivement et donna une calotte derrière la tête à son ami affolé. Si tu cries, elle va nous trouver. Il ne manquerait plus que ça. La gifle ramena rapidement Nicolas à la raison et il se calma un peu. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars ? On pourrait appeler les flics ou nos parents, à la fin des fins. Il faut bien qu'on sorte d'ici d'une manière ou d'une autre, dis-je en regardant les copains. Ah, bien sûr. Et comment veux-tu qu'on les appelle s'il n'y a pas de réseau ici ? Victor montra les barres FA barrées dans le coin droit de son smartphone. Quand il y avait de l'électricité, au moins le Wi-Fi marchait. Mais maintenant, c'est le silence radio, comme en pleine forêt. Bon sang, tu as raison. Je vérifiai mon téléphone et le reposai, dépité. Alors on peut essayer de sortir et d'appeler quelqu'un à l'aide. Peut-être que quelqu'un traîne dans les parages. T'es sérieux là ? Mon ami me regarda comme un demeuré. Le village le plus proche est à 10 km, voire plus. Soit on va se perdre dans la forêt sombre et crever de froid, soit cette chose va nous rattraper et nous bouffer. Eh ben, un vrai génie. Bon, j'essaie au moins de proposer quelque chose, alors que toi tu ne fais que... Soudain j'entendis un rugissement sonore qui me fit me taire instantanément. À la même seconde, du côté de l'escalier nous parvint un piétinement lourd qui se rapprochait, et après un coup d'œil échangé, nous partîmes en courant comme des fous. Les pensées se brouillaient dans ma tête, mon cœur me faisait mal à cause du rythme et de la peur. Mes jambes brûlaient. Mais il fallait courir sans se retourner, car chacun voulait vivre. J'étais en tête et arrivé le premier au 2e étage, quand j'entendis soudain un cri à glacer le sang derrière moi. Je dus me retourner, mais j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Sur le palier menant au dernier étage, Nicolas était à terre. Au-dessus de lui était assise cette même créature démoniaque, qui de ses mains nues arrachait des morceaux de chair et se les enfournait dans la gueule. Une immense flaque de sang imprégnait les lattes en bois. On entendait les bruits écœurants des os qui craquaient et du monstre qui mâchait. La bête était tellement absorbée par son festin qu'elle en avait oublié notre lumière et notre existence, et cela nous servit. Je me rappelais notre première rencontre avec cette créature immonde et décidai de braquer la lampe directement sur son museau. Dès que la lumière toucha le monstre, il se mit à rugir et à reculer rapidement vers l'ombre. Ses yeux brûlants ne me quittèrent pas une seconde. On y lisait une haine bestiale. Bientôt, le monstre disparut quelque part, se dissolvant complètement dans l'obscurité de la maison, et moi, sans perdre de temps, j'attrapai Victor abasourdi par le col et le traînai au fond du couloir. Quand nous fûmes relativement en sécurité, mon ami s'arrêta et s'affala sur le sol, à bout de force. À son visage, on voyait qu'il était terriblement effrayé et au bord de la crise de nerfs. « David, je ne sais pas quoi faire. On doit foutre le camp d'ici, sinon on va tous y rester. » Victor essuya ses larmes et me regarda avec désespoir. « Je ne veux pas mourir, vraiment je ne veux pas. Et puis Nico, qu'est-ce qu'on va dire à ses parents ?» Le garçon couvrit son visage de ses mains et se remit à pleurer. « Tu sais ce que j'ai remarqué ?» dis-je, songeur, ignorant le pessimisme de mon camarade. Il me semble que cette saleté a peur de la lumière. Quand je l'ai éclairée avec la lampe, elle a aussitôt poussé un cri et a commencé à reculer rapidement dans le noir. Il faut qu'on trouve d'urgence le tableau électrique et qu'on rallume la maison, comme ça on pourra tenir jusqu'au matin. « Et il se trouve où, d'après toi ?» demanda Victor ranimé. « Je pense qu'il est à la cave. En tout cas, c'était comme ça dans un certain jeu vidéo, » répondis-je avec sarcasme. Après quoi j'aidai mon ami à se relever, et nous ressortîmes ensemble dans le couloir. Sur la pointe des pieds, nous parvînmes à nous faufiler jusqu'au rez-de-chaussée, dans le vestibule, où l'armoire bloquant la porte d'entrée gisait toujours. Sur le sol, on voyait des traces de sang étalées, et le corps de Nicolas avait disparu. Tout cela amenait à penser que la créature avait déjà eu le temps de l'emporter quelque part. À un moment, Victor me donna un coup de coude dans les côtes et me désigna une ouverture béante, à gauche de l'escalier. Je m'approchai et l'éclairai avec la lampe. Des marches descendant dans l'obscurité apparurent à notre vue. Rien à faire, il fallait descendre.
À la cave régnait l'obscurité. Il y faisait une humidité terrible, et ça puait la moisissure. En éclairant la pièce, je faillis hurler de surprise. Dans le faisceau de la lampe, Mathieu apparut soudain, vivant et tout à fait indemne. « Ah, le salaud! T'étais planqué ici tout ce temps, c'est ça ? On t'a cherché partout, espèce d'ordure !» cria Victor en s'approchant presque, à le toucher de notre camarade retrouvé. « Mais pourquoi tu me hurles dessus ? J'étais avec vous dans la chambre, et puis voilà, le noir total. Je me suis réveillé déjà ici, je ne me souviens plus de rien, » répondit Mathieu en fronçant les sourcils. « Ah ouais ? Tu veux dire que tu n'as rien entendu ?» Nicolas a hurlé pendant plusieurs minutes pendant qu'une espèce de monstre le déchiquetait. Je plissai les yeux et me mis à suivre attentivement les mouvements du nouveau. Ses petits haussements d'épaules nerveux m'amenaient à un vague soupçon. Bon, on verra ça plus tard. Pousse-toi, je vais allumer l'électricité. À peine m'étais-je approché du tableau que Mathieu se mit brusquement devant le disjoncteur et déclara, d'un ton totalement dénué d'émotion. « Il ne fonctionne pas, j'ai déjà vérifié. » Après ces paroles, des frissons parcoururent mon corps. Une terrible hypothèse me vint à l'esprit, mais je n'osais pas encore la formuler à voix haute. Si vous dites vrai et que le monstre existe vraiment, alors il faut qu'on se cache quelque part en sécurité. Dans la voix de Mathieu, il n'y avait pas la moindre once de surprise. Son visage n'avait même pas changé en évoquant cette créature diabolique, capable de mettre n'importe lequel d'entre nous en pièces sans effort. Tu sais ce que j'ai remarqué ? Tu n'as pas de peur dans les yeux. Tu caches manifestement quelque chose. Mais quoi, exactement ? Demandai-je en regardant mon camarade dans les yeux. Celui-ci tressaillit malgré lui et me jeta un regard sombre. Nous restâmes ainsi dans un silence total pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que mon interlocuteur étira un sourire faux sur son visage et se mit à parler. « Les gars, à vrai dire, j'ai l'impression que vous avez juste un peu trop bu. » Je ne l'écoutais déjà plus déblatérer, car à cet instant mon attention fut attirée par un étrange bruit de cliquetis venant du rez-de-chaussée. La source du bruit se rapprochait à toute vitesse, ce qui remplit instantanément mes yeux d'une horreur sauvage. « Victor, vite, cours au tableau, ça... » Je n'eus pas le temps de finir ma phrase que j'entendis un terrible fracas et un rugissement. Puis je sentis un violent coup à l'arrière du crâne et je tombai à terre. Heureusement, je ne perdis pas connaissance, sinon j'ai peur de ne même pas pouvoir imaginer ce qui me serait alors arrivé. Faisant semblant d'être inconscient, j'observais à travers mes yeux légèrement entr'ouverts un spectacle effroyable. Mon deuxième meilleur ami se faisait dévorer vivant par cette créature infernale, qui émettait des sons satisfaits. Les entrailles et de nombreux autres organes volaient, en tous sens. Le monstre engloutit un bras entier. Je faisais tout mon possible pour me maîtriser, et je restais immobile, attendant le bon moment. Il fallait survivre. Soudain, j'entendis à ma droite les pas assurés de Mathieu en direction du monstre. Mon camarade s'approcha tout près de la créature ensanglantée comme si de rien n'était, puis l'étreignit. Il se mit à lui caresser la tête, à l'embrasser sur le museau et à murmurer « Maman chérie, ma toute petite, mange à ta faim, je ferai tout pour toi. Merci d'être revenu à moi. » La créature se détacha de son festin et tendit ses mains griffues vers son fils, l'enlaçant et le serrant contre son corps. Je décidai de mettre fin à cette démonstration d'amour si écœurante et, me relevant brusquement, me précipitai aussitôt vers le disjoncteur. Dès que je l'eus actionné, toutes les lampes de la cave crépitèrent sous l'arrivée soudaine du courant et s'allumèrent en même temps. Sous cet éclat si vif, la créature s'enflamma sur le champ et le feu engloutit d'un coup les deux silhouettes enlacées. La dernière chose que j'entendis, en sortant en courant de la cave, ce fut l'horrible craquement des os et les cris désespérés de la mère et du fils. Au final, j'ai tout de même réussi à m'échapper de cet enfer, mais à quel prix ? Mes deux meilleurs amis sont restés à jamais entre les murs de ce manoir maudit, et moi, de gars joyeux et plein de vie, l'âme de la bande, je me suis transformé en paranoïaque renfermé. Mais au moins, j'ai survécu, et c'est déjà ça. 5 années entières ont passé depuis, et pourtant je regrette encore d'avoir entraîné les copains à cette malheureuse soirée.